Bonjour à tous. Je voudrais vous dire à quel point je suis heureux d'être avec vous ici, parce que fondamentalement, je partage le pessimisme de ce qu'a dit Édouard Philippe tout à l'heure. Et la seule chose qui me rend optimiste, c'est le fait qu'aux quatre coins du pays, je vois partout des salles pleines, et que malgré la complexité des choses, malgré la déception, malgré les échecs, on est encore des milliers à vouloir prendre du temps pour réfléchir et pour agir ensemble. Honnêtement, c'est le seul truc qui me rassure, parce qu'à chaque fois que je vais à l'Élysée ou à Matignon, j'en sors avec une déprime colossale. Je pense qu'il faut acter le fait que nos élites sont dépassées, qu'on le voit bien, ce n'est pas un jugement de personne, c'est qu'on voit bien que globalement, la maison brûle et ils regardent ailleurs, la maison brûle et ils sont incapables de comprendre et d'agir. Donc je pense que s'il y a un sursaut, il viendra de citoyens comme vous et moi. Je me souviens de mon dernier souvenir à Sciences Po, le meilleur spécialiste de l'Allemagne, en avril 89, nous expliquait que le mur de Berlin était encore là pendant 50 ans. Et si on avait attendu les vieux partis politiques, le mur de Berlin serait encore là. Mais en fait, c'est parce que des citoyens ont décidé de faire tomber le mur qu'il est tombé. Donc mon seul espoir aujourd'hui, vu la gravité de la situation, je partage ce qu'a dit Jacques Attali sur le fait que la barbarie est possible, l'effondrement est possible, il faut qu'on arrive à se remuer et ce n'est pas eux qui le feront. Alors, mon exposé est assez simple, c'est en deux parties. Premièrement, c'est a priori c'est foutu, a priori on n'y arrivera pas. Et deuxièmement, ça va être chaud, mais on peut quand même s'en sortir, mais il n'y a pas un mois à perdre. Premièrement, pourquoi c'est a priori c'est foutu? Est-ce que la technique marche? Hop. Non, la technique ne marche. Si, voilà. Pourquoi les Français sont pessimistes? Voilà la courbe du chômage depuis 5 ans, 1 200 000 chômeurs de plus. Vous la connaissez, mais ça fait quand même bien du rappeler. On vient de passer les 6 millions de chômeurs, on n'en parle plus. Tous les mois, on nous dit qu'il y a 0,2% de chômeurs en plus, mais c'est plus de 6 millions d'hommes et de femmes, il doit y en avoir dans la salle. Et cette courbe, en fait, est trop optimiste par rapport à la réalité. Quand on nous dit, par exemple, que le mois dernier, il y a eu 17 000 nouveaux chômeurs, 17 000, c'est l'augmentation du stock. Mais il y a eu plus de 500 000 personnes, en un mois, 520 000 hommes et femmes qui sont arrivés à Pôle emploi. Et pourquoi est-ce que le stock a augmenté seulement de 17 000? C'est que sur la même période, il y en a 510 000 qui ont quitté Pôle emploi. Et le ministère vous dit que 49% d'entre eux ont retrouvé un emploi. Donc ça veut dire que la moitié de ceux qui sont partis n'ont pas retrouvé d'emploi. Ça veut dire que tous les mois, il y a 50 000 ou 80 000 personnes qui ne sont plus comptées comme chômeurs, mais qui tombent dans la pauvreté, qui tombent un cran plus bas. Donc quand on dit que le chômage et la précarité sont le problème numéro 1 du pays, on comprend pourquoi. Et derrière ce chômage, on est tous concernés. Quand il y a des millions de chômeurs, quel est le salarié qui peut négocier une augmentation de salaire? Dans tous les pays occidentaux, la négociation est complètement déséquilibrée. La négociation, c'est si tu n'es pas content, tu peux aller voir ailleurs. Vous voyez, pour l'ensemble des pays occidentaux, ce qui va au salaire a baissé de façon considérable depuis 30 ans. En gros, c'est moins 10% du PIB qui devrait aller aux salariés et qui n'y va plus. C'est la cause fondamentale de la crise financière qu'on vit. Vous voyez, c'est les chiffres de l'OCDE, je suis obligé d'aller très vite, mais globalement, depuis 30 ans, vous voyez, c'est colossal, colossal. Si vous regardez l'ensemble de ce qui aurait dû aller aux salariés, aux caisses de sécu, à l'État, c'est à peu près 150% du PIB en 30 ans. 150% du PIB qui aurait dû aller aux salariés, à monsieur et madame tout le monde, à la consommation, et qui sont partis vers les marchés financiers. Ce déséquilibre dû au chômage et à la dérégulation est la cause fondamentale de la crise financière. On a poussé les gens à s'endetter, ce qu'on ne donnait pas par le salaire, on le donnait par la dette privée. Mais voilà, on voit comment la crise financière vient d'abord et avant tout de 30 ans de crise sociale qu'on a laissé pourrir. Une des idées fondamentales que je voudrais faire passer ce matin, c'est qu'on ne peut plus compter sur la croissance pour sortir du chômage. Ça, c'est la question climatique, pas besoin d'insister. On vit 2014 a été l'année la plus chaude depuis 2 siècles, 2015 est l'année pire que 2014. Vous voyez en Californie, les barrages qui sont secs. Pas de chance pour nous, mais c'est notre génération qui doit en même temps régler la crise financière, la crise sociale, la crise climatique et une crise anthropologique. Je pense que la crise est culturelle et qu'il y a une souffrance anthropologique avant même la question sociale ou économique. Une question fondamentale, c'est peut-on compter sur la croissance? Et s'il y avait une seule idée à faire passer, c'est que si on veut déclencher un accouchement, si on a compris que ce n'est pas dans 30 ans qu'il faut changer, mais très vite qu'il faut une métamorphose, comme dirait mon ami Edgar Morin, il faut faire le deuil. Non, la croissance ne reviendra pas, c'est suicidaire de compter encore droite et gauche, tout le monde nous dit encore 3 mois difficiles et la croissance revient. Là, quand la croissance est tombée à 0,0%, Michel Sapin nous a dit au mois d'août que ça confortait ses objectifs. Donc ça fait 40 ans qu'on nous explique que la croissance revient, la croissance revient. Voilà l'évolution de la croissance en France depuis 1960. Ce sont les chiffres de l'INSEE, décennie par décennie. Je vous rappelle qu'il nous faudrait 2 ou 2,5 de croissance si on compte d'abord et avant tout sur la croissance pour sortir du chômage, il nous faut 2 ou 2,5% de croissance. Est-ce que c'est sérieux? Ça fait quand même 30 ans qu'on n'a pas ces 2,5 de croissance. Et c'est un cercle vicieux.
quand tous les mois il y a 20 000 chômeurs de plus et 50 000 personnes qui tombent dans la pauvreté, on voit mal comment la consommation pourrait redémarrer, on voit mal comment l'investissement des entreprises pourrait redémarrer s'il n'y a pas de clients. Donc plus on attend la croissance, plus on s'enferme dans une crise, une croissance molle. Est-ce qu'il y a d'autres pays où ça va mieux? Moi, quand j'étais à Sciences Po, on ne pouvait pas avoir la moyenne, c'était il y a 25 ans, on ne pouvait pas avoir la moyenne si on ne mettait pas une demi-page sur le fait que le Japon allait dominer l'économie mondiale. C'était une évidence. Depuis que la bulle a éclaté, le Japon a 0,7% de croissance en moyenne. 0,7%. Alors qu'ils ont tout fait pour relancer la croissance. Le Japon est le pays qui a fait les plus gros plans de relance. Ils ont mis des autoroutes et du béton partout, avec un déficit en moyenne de plus de 6%. Ils n'ont pas le traité de Maastricht. Donc tous ceux qui vous disent « Ah, si on sortait de la zone euro, ah, si on pouvait faire de la création monétaire », le Japon n'est pas dans les traités de Maastricht. Le Japon a un déficit de 6,6% en moyenne depuis 20 ans. Ça arrive à une dette publique de 250% du PIB. 250%. Le patron de la Banque centrale a démissionné en disant que c'était du délire. Mais le Japon a fait les plans de relance pharaoniques. Le Japon, c'est beaucoup mieux, a fait une politique industrielle très ambitieuse. Plus de 3% du PIB sur la recherche chaque année. Le Japon a la politique monétaire la plus agressive, des taux d'intérêt à 0%. Et bien en faisant tout au maximum, en faisant tout pour relancer la croissance, le Japon a seulement 0,7 de croissance depuis 20 ans, et depuis 1 an et demi, il est retombé en récession. Il est retombé en récession, là, l'an dernier, une croissance négative, et là, de nouveau, 2 trimestres de croissance de récession. Dans quel pays ça marche, la croissance? Aux États-Unis, le taux d'activité, c'est l'indicateur le plus important à suivre. Là, il y a un grand débat aujourd'hui, est-ce que la Réserve fédérale va monter ses taux d'intérêt? Les États-Unis, c'est très intéressant. Très intéressant. Ils ont créé 3 500 milliards de dollars. On s'habitue à des chiffres incroyables. Ils ont fait tourner la planche à billets, 3 500 milliards de dollars créés en quelques années pour acheter les bons du Trésor. Donc effectivement, ça permet quand même d'avoir une croissance un peu plus forte qu'en zone euro. Quand vous mettez 3 000 doses d'adrénaline, le malade réagit encore un tout petit peu. Mais est-ce que ça a réglé le problème? Est-ce que ça a réglé le problème? Les chiffres du chômage sont bons, mais aux États-Unis, entre 5 et 6%, mais ils donnent une image fausse de la réalité, parce que tous les mois, il y a 200 000 ou 300 000 Américains qui ne sont plus comptés comme chômeurs parce qu'ils tombent dans les chômeurs découragés. Donc maintenant, de plus en plus d'économistes aux États-Unis disent que le bon indicateur, c'est le taux d'activité. Et vous voyez, le taux d'activité, cette courbe, c'est depuis 2001, il s'effondre. On est même tombé à 62,6 le mois dernier, j'aurais dû actualiser mon slide. Le taux d'activité est tombé à 62, tous les premiers vendredis du mois, on a les chiffres. Il y a moins de 63% des adultes américains, moins de 63% d'adultes américains qui sont aujourd'hui actifs occupés ou actifs au chômage. Donc même aux États-Unis, c'est aussi un vrai débat, c'est le pays où il n'y a quasiment pas de cotisation sociale, c'est le pays où le code du travail, tous ceux qui vous disent il n'y a qu'à faire comme les États-Unis, il n'y a qu'à faire de la liquidité, il n'y a qu'à supprimer le code du travail, il n'y a qu'à mettre en place des assurances privées pour baisser le coût du travail. Je ne dis pas que ces sujets sont tabous, je ne dis pas qu'il n'y a pas à avoir des débats sur toutes ces questions, mais ça ne marche pas aux États-Unis, le taux d'activité s'effondre. Et il y a 2 bombes dans l'économie mondiale. Donc le plus probable, c'est qu'on n'aura même pas une petite croissance molle comme le Japon. La dette aux États-Unis, vous voyez, c'est même pire qu'en 1930, ça continue à monter, ça continue de façon ahurissante. Et ce qui m'empêche de dormir en ce moment, c'est la Chine. La bombe chinoise, c'est la plus grosse bulle immobilière qu'on a jamais vue. Ça fait des années avec Michel Rocard, le livre qu'on a fait il y a 3 ans avec Michel Rocard, commencé par une politique fiction, c'est la Chine qui envahit Taïwan et la bulle immobilière qui a pété. Ça y est, la bulle immobilière a pété. Tous ceux qui expliquaient que la Chine allait tirer la croissance mondiale n'avaient rien compris. La Chine, c'est le pays le plus instable de la planète. Parce que ce qui est solide dans une économie, c'est la consommation des ménages. Vous et moi, même si on n'a pas le moral, on fait 3 repas par jour, on achète des vêtements pour les enfants quand c'est la rentrée. La consommation des ménages, c'est robuste. C'est 60% du PIB en Europe, c'est 60% du PIB en Inde. Mais ça n'est que 30% en Chine. Comme les salaires sont très faibles, ça n'est que 30% en Chine. Donc la Chine dépend beaucoup des exportations. En 2009, quand les exportations se plantent, la Chine décide de faire un énorme plan de relance, plus de 40% du PIB mis sur la table entre la dette privée et la dette publique pour relancer l'investissement. Ça donne des choses comme ça, c'était il y a 3 ans à la une du Figaro Économie, un village chinois qui s'offre un hôtel plus haut que la Tour Eiffel. Vous avez peut-être vu la bulle immobilière en Espagne, en Chine c'est pire, et maintenant, ça y est, elle est en train de péter. Tous ceux qui vous disent que la Chine est dans un fort ralentissement, mais que le gouvernement maîtrise, c'est faux, c'est faux. Le gouvernement dit que c'est un ralentissement très fort, mais qui a encore une croissance positive. En fait, si on regarde les indicateurs qui ne sont pas pipotés, la Chine est vraiment en récession. Par exemple, cet indicateur, c'est le fret ferroviaire depuis 2006.
Le fret ferroviaire, c'est un bon indicateur de l'activité industrielle. C'est toutes les marchandises qui sont transportées par le chemin de fer. On est sur un rythme de moins 15%. Les chiffres du mois de juin, c'est moins 15% sur un an l'activité du fret ferroviaire. Les importations, moins 14%. Donc, les derniers chiffres qu'on a eu la semaine dernière, c'est que les importations du reste du monde vers la Chine, moins 14%. La consommation d'électricité, moins 8%. Un ami économiste me disait, une façon d'illustrer le problème, c'est que la tonne de choux est maintenant plus chère que la tonne d'acier. Les choux que vous mettez pour faire de la cuisine, il y a tellement, la bulle immobilière a explosé, donc il y a besoin de beaucoup moins de ferraille pour construire, et il y a une surproduction des aciéries, donc la tonne d'acier est maintenant moins chère qu'une tonne de choux. C'est un bon indicateur. Donc tous ceux qui vous disent que la Chine, c'est juste un ralentissement, la réponse est non. Nous allons vers une nouvelle crise. Ce n'est pas seulement une crise financière. Shanghai, qui avait monté de 150% et qui a perdu 40%, c'est que la partie visible de l'iceberg. On va vers une nouvelle crise économique majeure. Ce qui est étonnant, c'est de voir comment nos élites, je me souviens il y a 4 ans, j'ai eu une grande discussion avec Jean-Pierre Jouyet, qui venait de dire, Jean-Pierre Jouyet qui était alors le patron de l'AMF, qui venait de dire à la radio, nous sommes face au risque d'un effondrement de l'ensemble du système économique mondial. À plusieurs reprises, Jean-Pierre Jouyet a tout fait pour que François Hollande nous rencontre, à Stéphane Hessel, à Michel Rocard et à moi, en disant oui, on est dans l'œil du cyclone, c'est un diagnostic fondamental. Est-ce qu'on est sorti de la crise et la croissance revient, ou est-ce qu'on est seulement dans l'œil du cyclone et qu'on va faire une nouvelle crise qui peut être plus grave que celle de 2008 Et hélas, ils sont incapables d'agir. Quelles solutions? Des solutions concrètes pour éviter les licenciements. Il y a un système au Canada. Je pense qu'il faut tenir tous les deux bouts. La question de l'accueil des réfugiés, moi, quand j'étais adolescent, on avait accueilli 3 boat people à la maison. La France avait accueilli à peu près 150 000 boat people et il n'y avait aucun problème, alors qu'on était dans un pays 2 fois moins riche qu'aujourd'hui. Globalement 2 fois moins riche, mais où il y avait un équilibre social, il y avait une convivialité, les gens n'étaient pas inquiets. Donc on ne pourra pas, je pense qu'on n'arrivera pas à accueillir dignement les réfugiés si on n'est pas aussi capable de régler la question du chômage et la question du logement. C'est une vision d'ensemble qu'il faut proposer. Il y a des pays où on n'a pas la courbe du chômage qui monte comme ça. Au Canada, par exemple, c'est pas très compliqué, mais ça marche, c'est très efficace. Il y a un système qui fait que si une entreprise a 20% de gens en trop, au lieu de licencier 20% des gens, elle garde tout le monde, elle baisse le temps de travail de moins 20%, elle baisse les salaires de moins 20% pour rester compétitive, mais immédiatement, il y a un deuxième chèque qui arrive de l'UNEDIC et de l'État, et les gens gardent 95 ou 98% de leurs revenus. Ça marche, ça a été mis en place aussi en Allemagne, ce qu'on appelle le Kurzarbeit, et ça marche très très bien. L'autre jour, c'est France Info qui nous faisait de la pub en disant est-ce que ça marche vraiment? Est-ce que vous savez, il y a l'émission qui décortique ce qui est vrai ou ce qui est faux? Oui, ça marche. Et si on avait mis en place le système canadien de travail à temps adapté, si on l'avait mis en place depuis 2008, on aurait 1 million de chômeurs en moins. 1 million de chômeurs en moins. En Allemagne, Angela Merkel a copié ce système et il y a eu 1 500 000 salariés en Allemagne qui ont mis en place le Kurzarbeit, 1 500 000 salariés. Il ne faut pas confondre Hartz IV, qui est précarité en 2004, et le Kurzarbeit mis en place en 2009, mais c'est massif. L'Allemagne a eu une récession 2 fois plus grave que nous en 2008-2009, et le chômage a augmenté seulement de 200 000, parce qu'il y a 1 500 000 salariés qui ont bénéficié de ce système, avec une réduction en moyenne de 30% du temps de travail et un maintien de 98% des revenus. Agir pour éviter le prochain choc, éviter l'effondrement dont parlait Jacques Attali, c'est séparer les banques de dépôt et les banques d'affaires. Quand Roosevelt arrive au pouvoir en 1933, alors qu'il est vieux et paralysé, il fait passer 15 réformes en 3 mois, 15 réformes en 3 mois, dont la séparation des banques de dépôt et des banques d'affaires. C'était une des promesses du discours du Bourget. Comment se fait-il qu'on n'ait toujours pas séparé les banques de dépôt et les banques d'affaires? Si on pense qu'il y a un nouveau tsunami qui se prépare sur les marchés financiers, il est fondamental de le faire. Ça limiterait beaucoup le risque d'impact du tsunami et ça obligerait les banques de dépôt à se tourner vers l'économie réelle pour faire leur boulot de financement. Une autre façon de sortir de la crise, dans notre pays, si on veut accueillir les réfugiés, c'est de mettre le paquet sur la question du logement. Ce n'est pas pour rien si les Français sont pessimistes ou moroses. On est le seul pays d'Europe où les loyers sont aussi chers. Regardez le niveau des loyers en Allemagne, 8 € du mètre carré en moyenne, contre 12 € en France. Il nous manque 800 000 logements. Et en même temps, on a licencié 40 000 personnes dans le bâtiment depuis 1 an. C'est du délire. On licencie 40 000 personnes qui ont un métier entre les mains. Alors on leur dit qu'il n'y a plus de boulot alors qu'il manque 800 000 logements. Comment faire? Les pays qui ont réglé le problème, par exemple, c'est aux Pays-Bas. Aux Pays-Bas, il y a un gros fonds de réserve des retraites qui sera utile à partir de 2020. Et le fonds de réserve des retraites, au lieu de le mettre sur les marchés financiers, ils l'ont utilisé pour construire des logements. Et un petit pays comme les Pays-Bas, petit en taille, a construit 1 million de logements. 1 million de logements, ils ont fait des coopératives, ce n'est pas une gestion centralisée. Ici, c'est du logement pour les étudiants, ici, du logement social, ici, du logement intermédiaire, ici, pour les plus vieux. Mais ils ont construit 1 million de logements avec le fonds de réserve des retraites. En France, on a un fonds de réserve des retraites qui a 37 milliards. Il est géré sur les marchés financiers, il va se casser la figure.
Ça peut être fait par décret la semaine prochaine, se dire qu'on a besoin de donner du boulot à des ouvriers. On pourrait créer 200 000 emplois si on mettait en place une vraie politique du logement, sans augmenter d'un centime les impôts, sans augmenter d'un centime la dette. On peut dire que demain, on met les 37 milliards du fonds de réserve, comme ça a été fait aux Pays-Bas, et ça marche, et c'est rentable, et ça fait baisser les loyers. Encore deux solutions. Avec Jean Jouzel, le prix Nobel de la paix, membre vice-président du GIEC, on prépare une grande campagne au niveau européen. On peut dire qu'on peut sauver le climat. On peut sauver le climat, mais ça suppose d'y mettre les moyens financiers. Et bonne nouvelle, il y a un tabou qui est tombé en Europe, c'est que la Banque centrale va créer 1200 milliards. 1200 milliards, pardon, 1200 milliards. On n'en parle pas, c'est incroyable, alors que dans tous nos pays, dans les parlements en France, en Belgique ou ailleurs, on est en train de s'engueuler pour trouver 2 ou 3 milliards d'économies. La BCE vient d'annoncer qu'elle va créer 1200 milliards. Et pour le moment, ces 1200 milliards vont être mis pour les banques. Donc il y a un choix fondamental, est-ce qu'on met ces 1200 milliards pour les banques ou pour sauver le climat? On a bien rigolé en 2008, donc si on met 1200 milliards pour les banques, ça veut dire que la prochaine crise sera encore plus grave. Nous, ce qu'on dit avec Jean Jouzel et avec des mouvements écolos de différents pays d'Europe, c'est que les 1200 milliards doivent être fléchés. On a rédigé un traité européen qui pourrait être, et on a des soutiens dans plusieurs pays, où on dit que ces 1200 milliards doivent être pendant 20 ans pour financer la transition énergétique. Chaque pays aurait un droit de tirage de 2% du PIB. La France aurait chaque année 40 milliards pendant 20 ans. Ce n'est pas du one-shot comme pour le photovoltaïque, c'est un traité européen qui dit on a compris que la question du climat est fondamentale, on a compris qu'il fallait relancer l'activité, donner du boulot en France, en Allemagne et en Grèce, ça profiterait à tout le monde. Et chacun de nos pays saurait que pendant 20 ans, il a 2% du PIB à taux zéro pour financer des travaux d'isolation des bâtiments et pour financer les énergies renouvelables. La France aurait chaque année 40 milliards à taux zéro. Donc ça veut dire qu'au Havre, à Grenoble, à Toulouse, on sait qu'on peut embaucher des gens, on peut les recruter, on peut les former, on peut organiser les filières et on se met à isoler nos bâtiments publics et privés. Et on a une chance comme ça de sauver le climat. J'en ai reparlé à François Hollande au mois de juin. Nicolas Hulot le presse de reprendre cette idée. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Mais c'est un choix qui est évident. Est-ce que les 1200 milliards vont sur les banques pour préparer la prochaine explosion ou est-ce qu'on va sur le climat? Dernier point, c'est la question de une Europe qui lutte contre j'ai pas le temps, une Europe qui lutte contre le dumping fiscal. Vous voyez le taux d'impôt en Europe, depuis que l'Irlande est rentrée, c'est chaque pays qui baisse son taux d'impôt pour attirer les entreprises. Donc on est tombé à 25%. Aux États-Unis, le taux d'impôt est à 40%, parce que quand Roosevelt est arrivé, c'était le même dumping. La Floride baissait son impôt, puis le Texas baissait son impôt, puis l'Arkansas baissait son impôt, et les entreprises faisaient du tourisme fiscal, et les caisses étaient vides. Roosevelt arrive et dit, mes amis, la semaine prochaine, je vais demander au Congrès de créer un impôt fédéral. On prendra 40% des bénéfices au Texas, en Floride ou en Arkansas. Les actionnaires sont furieux. Il y a un combat, tous les journaux détenus par les actionnaires gueulent comme des putois. Roosevelt va ruiner l'Amérique, Roosevelt va tuer voilà. Et Roosevelt tient bon et il met en place un impôt fédéral et on prend 40%, et c'est toujours le cas aux États-Unis, et les actionnaires n'en sont pas morts. Qu'est-ce qui nous empêche de créer un impôt européen sur les bénéfices? Au lieu de couper dans les budgets, là je vois au CNRS, c'est le drame, on a divisé par 2 les recrutements, on nous explique qu'il n'y a plus d'argent pour la recherche, pour l'éducation, pour la santé. Si on crée un impôt européen sur les bénéfices, le budget de l'Europe pourrait être financé comme ça, et la France y gagnerait chaque année 20 milliards. Je n'ai pas le temps de développer. Dernier point dont je voudrais parler, c'est la question fondamentale du temps de travail. C'est devenu un sujet tabou, alors qu'il y a 20 ans, c'était un rapport rédigé à la demande de Balladur qui expliquait, le rapport Boissonnat, peut-être que certains d'entre vous s'en souviennent, le rapport Boissonnat expliquait qu'il fallait une réduction de 20 à 25% du temps de travail. Pour rassurer le bourgeois, on expliquait d'ici 20 ans, d'ici 2015, c'est pour 2015. Mais tout le monde était d'accord pour dire qu'en 2015, il faudra avoir baissé le temps de travail de 20 ou 25%. Or, nous sommes en 2015, les gains de productivité continuent, il y a toujours des ordinateurs, il y a des robots, on a besoin de moins en moins de travail, mais la durée réelle en France pour quelqu'un qui est à temps plein est à 39h06. On dit souvent que la France est passée à 35 heures, mais c'est la durée légale. La dernière enquête de l'INSEE sur le temps de travail réel dit qu'on est à 39h06 de durée réelle. Et des millions de chômeurs font 0 heure par semaine. Est-ce que ce partage du travail est le seul, ou est-ce qu'on est capable de lancer une nouvelle négociation pour un partage du travail plus intelligent? Il y a déjà 400 entreprises qui sont passées à 4 jours. Chez Maminova, l'usine travaille 6 jours par semaine, mais tous les salariés sont passés à 4 jours. Ils ont créé 130 emplois. Voilà, je vois que j'ai dépassé mon temps de parole, mais je pense qu'il y a des solutions, mais les solutions ne viendront que si nous, on les oblige à bouger. Je suis allé 15 fois à l'Élysée, 15 fois à Matignon depuis 3 ans. Tous ces graphiques, ils les ont vus. Ils disent tous à chaque fois qu'ils partagent mon inquiétude, mais ils sont incapables d'agir. À nous de les réveiller. Merci. Alors attendez, je vous refais encore. Je vous retiens encore
deux petites minutes, Pierre, juste pour vous dire, on a évidemment suivi votre constat très attentivement. Mais alors, bon, il nous reste peu de temps, parce que vous avez un peu dépassé. Qu'est-ce qu'on fait et comment on crée, comment on imagine un monde avec une croissance différente? Et s'il y avait des mesures je veux dire, les plus importantes, primordiales à prendre, quelles seraient-elles? La question du climat. Franchement, l'autre jour, j'étais encore avec Jean Jouzel, une de vos collègues journalistes venait animer une table ronde, il y avait le moral à zéro en disant sur le climat, tous les 3 mois, il y a une étude qui montre que c'est encore pire, on n'y arrivera pas. Et Jean Jouzel lui disait, mais attends, arrête, si on arrive à mettre les 1000 milliards dessus, ça va tout changer. On a fait un article dans Le Monde cet été, qui était en même temps signé par Michel Rocard, par moi, par Moratinos et par Philippe Maystadt. Philippe Maystadt est un homme, l'équivalent du Raymond Barre en Belgique. Et j'avais des frissons dans le dos quand Philippe Maystadt me dit, Pierre, vous m'avez convaincu. Il a été quand même 10 ans ministre des Finances et 12 ans patron de la Banque européenne d'investissement. Il a été consulté 2 fois par Juncker pour le plan Juncker, ils ont trouvé 16 milliards. Et j'en avais des frissons dans le dos quand Philippe Maystadt me dit « Vous m'avez convaincu, on peut mettre les 1000 milliards sur le climat ». Et il me dit « J'en ai parlé avec Dietmeier à Berlin, j'ai déjeuné à Berlin l'autre jour, je pense que vous pouvez convaincre les dirigeants allemands, parce que les dirigeants allemands s'inquiètent de la création monétaire, voient que leur activité ne redémarre pas, et Merkel ne sait pas comment financer la transition énergétique. » Donc est-ce que oui ou non, j'aimerais demander à Jacques Attali, est-ce qu'il nous soutient? Est-ce que tous, on se dit, quels que soient nos réseaux, est-ce qu'on se dit que dans les mois qui viennent, on veut qu'au lieu de mettre 1200 milliards pour préparer la prochaine explosion financière, on veut les mettre? Voilà, je pense que l'histoire, c'est juste un truc fondamental, et ça changerait tout s'il y avait un traité. Ça montrerait que l'Europe est utile, que l'Europe n'est pas au service de la finance, et ça relance l'activité en France, en Espagne, en Grèce, en Italie. Voilà, et si on donne du boulot, si on arrive avec les mesures que j'ai proposées, là même dans les mesures qu'on peut prendre en 3 mois, on peut lancer la création de 400 000 emplois. Et je pense que la question de l'accueil des réfugiés, elle se ferait dans un tout autre climat si pour de vrai la courbe du chômage reculait, si pour de vrai le système canadien, c'était un scandale. Il y a 2 ans, j'ai vu Jean-Marc Ayrault, je lui ai donné les 2 pages qu'il y a au Canada. Jean-Marc Ayrault disait c'est une évidence, le chômage partiel c'est beaucoup trop compliqué en France. Il a donné à son conseiller social et il a dit à son conseiller tu t'arranges, tu le traduis en français, tu t'arranges pour que dans 3 mois les partenaires sociaux l'aient mis en place en France. Une semaine après, je voyais le conseiller social du président à l'Élysée qui me disait c'est évident, il faut faire ça, le chômage partiel en France c'est très compliqué, c'est très bien si Jean-Marc s'en occupe. C'était il y a 2 ans. C'était il y a 2 ans. Depuis, il y a eu 600 000 chômeurs. Voilà. Donc, il faut qu'on arrive à les secouer. Et tous, ici, on a une capacité à le faire. Tous, je pense qu'on peut prendre du temps pour en parler avec des amis. Quand il y a la Coupe du Monde de foot, on trouve tous normal d'inviter des copains pour passer la soirée à regarder le foot et à manger une pizza. Mais peut-être que l'avenir de notre pays, l'avenir de l'Europe, c'est presque aussi important qu'un match de foot. Donc, moi, j'aimerais que tous, vraiment, on se dise il faut faire une croix. Ce n'est pas Hollande, ce n'est pas Sarkozy, ce n'est pas Tartampion qui réglera les problèmes. C'est à nous de décider dans quelle société on veut vivre. Je pense que le changement fondamental, il est là. Et si on est là ce matin, c'est qu'on en a conscience. Simplement par timidité ou par modestie, on continue à penser que les chefs vont régler les problèmes. Je crois que non. Par contre, tous ensemble, on a une capacité. Chacun de nous se sent débordé individuellement quand on voit la liste des catastrophes. Chacun a tendance à déprimer, à rester dans son coin, mais honnêtement, tous ensemble, on peut provoquer le sursaut sur la question du climat, sur la question du temps de travail. Là, tous les syndicats européens veulent relancer le débat sur le temps de travail. Il faut qu'on arrive à reparler de ça, non pas dans une approche dogmatique, mais peut-être en donnant la parole aux entreprises qui sont déjà passées à 4 jours, en allant voir les salariés de Maminova, de Fleury Michon, donnant la parole à ceux qui ont été... Donc je pense que ce qui est excitant en ce moment, c'est ce qui est stressant, c'est qu'on voit, le plus probable, c'est que ça va mal finir. La Chine, la bulle est en train de s'effondrer. Ils ont fait la plus grande parade militaire il y a 2 semaines. Ils ont fait la plus grande parade militaire qu'ils ont jamais vue. D'habitude, la Chine ne fêtait pas l'échec du Japon. Et là, ils ont fait une démonstration de force comme ils n'en avaient jamais fait, avec 12 000 hommes, avec des missiles nucléaires, avec des missiles capables de détruire des porte-avions. Donc tout le monde sait que la crise de 29 a mal fini. Tout le monde sait qu'un des trucs qui a aidé Hitler à arriver au pouvoir, c'était la volonté de revanche contre la France. Et en Chine, il y a des millions de gens qui sont dans une panade noire. Il y a des millions de gens qui attendent le match retour contre le Japon parce que le Japon a commis des atrocités. Donc oui, a priori, ça va mal finir. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on pourrait aussi vivre dans un pays de cocagne. On n'a jamais été aussi riche, ni humainement, ni techniquement. Voilà. Et la France a un rôle à jouer. Je me souviens d'une rencontre internationale où des jeunes Tunisiens nous disaient « On vous regarde ». C'était émouvant de voir des jeunes qui avaient fait la révolution en Tunisie au risque de leur vie et qui disaient « On vous regarde ». On se demande si la France va tenir bon. Est-ce que la justice sociale, c'est encore possible? Est-ce que la démocratie, c'est encore possible? Ou est-ce que c'est toujours les lobbies qui vont... Donc, on a une responsabilité à nous de nous organiser avec Internet, avec des réseaux. Il faut qu'on arrive à faire bouger les choses, et pas dans 20 ans, le plus vite possible. Merci beaucoup, Pierre. Merci à vous. Merci. Merci.